Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 3 octobre 2021, les titres de ce journal. Les entraînements paramilitaires des Imbonerakure signalés dans la commune Mabaï depuis quelques jours, c'est dans la province Cibitoke. Vous allez suivre les détails tout à l'heure. Et certains habitants de la commune Gihanga crient à l'expropriation de leurs terres par l'armée burundaise qui procède à l'extension du camp militaire de Mudubugu depuis quelque temps. Vous allez également le suivre au cours de cette édition. Et la carence de bancs pupitres au sein des établissements scolaires est liée au manque d'importance accordée à l'éducation par le gouvernement. Un expert en pédagogie va réagir au cours de cette édition. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Sécurité pour commencer, un enfant de 7 ans est mort tandis que 2 autres ont été sauvés de justesse alors qu'ils étaient tombés dans un fossé rempli d'eau qui a été creusé par la Régie des eaux. Les faits se sont produits le soir de ce samedi au quartier Gikungu de la zone Gihosha. Les habitants déplorent que la Régie des eaux ne remet pas les choses en leur état après ces travaux. Le point avec Elvis Nyomongere. Cette fillette de 7 ans, connue sous le nom de Kaneza, est tombée dans ce fossé de la Régie des eaux dans la soirée de ce samedi. Les habitants du quartier Gikungu, tout près du lieu où le drame s'est produit, faut savoir que Kaneza était en train de jouer avec des autres enfants quand elle est tombée dans ce fossé. Ce dernier, selon les mêmes succès, a été creusé au cours de cette semaine, mais les employés de la Régie des eaux n'ont pas songé soit à le couvrir après les travaux, soit à mettre des indications qui montrent que c'est un périmètre dangereux. Ce fossé mesure plus de 2 mètres de profondeur. Lors de ces travaux, les employés de la Régie des eaux ont abîmé des tuyaux d'eau, ce qui a fait que ce samedi, le dit fossé était rempli d'eau. Au moment du drame, les autres enfants ont pu être sauvés, tandis que Kaneza s'est vite noyé et est montré sur place. Les habitants du quartier Gikungu accusent les employés de la Régie des eaux des responsabilités. Pour eux, ces employés de la Régie des eaux devraient avoir signalé ou clôturé le périmètre dangereux. Les habitants de Gikungu demandent à la Régie des eaux de toujours remettre à l'état d'origine les matériels après les travaux. La sécurité, c'est également ces entraînements paramilitaires des Imbonerakure provenant de différentes collines de la commune Mabaï et dans d'autres localités de la province Cibitoke. Des entraînements qui se sont signalés ces derniers jours dans la province Cibitoke. Nos sources indiquent que ces Imbonerakure ont été informés que ces entraînements leur permettront de contrer toute attaque de l'ennemi. Les détails avec Francine Mahoro. Chaque colline de la commune Mabaï a été représentée lors de ces entraînements paramilitaires des Imbonerakure du parti CNDD FDD. Nos sources à Mabaï font savoir que ces entraînements se déroulent dans une localité appelée Kurubuye, proche de la forêt de Kibira. L'objectif de ces entraînements paramilitaires serait de préparer ces jeunes du parti au pouvoir à défendre le pays une fois attaqué, comme témoigne cet habitant proche de ces Imbonerakure du parti CNDD FDD. Dimanche dernier, les Imbonerakure de Mabaï s'étaient rassemblés et chaque colline avait été représentée. Ils étaient tous dans les entraînements paramilitaires à l'endroit appelé Kurubuye, situé sur la colline Rutorero, tout près de la forêt de Kibira. Ils y avaient passé 3 jours et chaque Imbonerakure qui a participé dans ces entraînements est revenu avec un tenue militaire, un chapeau et des bottines. L'un de ces Imbonerakure nous a dit qu'on leur a dit qu'on les préparait à repousser l'ennemi une fois le pays attaqué. Les habitants de la commune Mabaï indiquent encore que chaque colline avait été représentée par 5 jeunes Imbonerakure dont certains ont pu être identifiés. Colline
Chaque colline était représentée par plus de 5 Imbonerakure. Nous avons pu identifier quelques-uns. Sur la colline de Lutorero, il y avait un certain Tanguy qui conduit un camion de marque Fuso et l'autre qui s'appelle Eric. Sur la colline de Kibande, il y avait le Nyumi Maïcha, responsable des Imbonerakure de cette colline. À Utahana et Mageyo, il y avait un certain Mazaza et Mathieu. Quant à la colline de Lugongo, les noms qu'on a identifiés sont celui de Jean et du surnommé Museveni. Nos sources en commune Mabayi révèlent que certains de ces Imbonerakure ne savent pas en quoi ils ont été embarqués. Les mêmes informations affirment que certains chefs de colline étaient venus pour superviser ces entraînements paramilitaires. La RPA n'a pas pu joindre l'administrateur de la commune Mabayi pour s'exprimer à ce propos. Quant au gouverneur de la dite province Karem Bizoza, il s'est gardé de tout commentaire. Et à Bubanza, les habitants de la commune Gihanga qui ont des parcelles près du camp militaire de Mudubugu réclament des indemnités. Selon eux, depuis le début de l'extension de ce camp militaire, ils n'ont plus accès à leurs parcelles respectives. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Ces habitants lésés disent ne pas comprendre comment les responsables de ce camp a délimité l'espace dont ils ont besoin pour procéder à l'agrandissement du camp d'Omudubugu, alors que lors d'une rencontre avec le gouverneur de la province Bubanza, ce dernier leur avait promis de les délocaliser avant le début des travaux. Témoignage de l'un d'entre eux qui s'est entretenu avec la RPA. Premièrement, il y avait eu des réunions tenues par le gouverneur. Ce dernier nous a certifié que avant le début de ces activités, ils vont d'abord nous chercher à notre endroit où vivre. Au cours de ces réunions, le gouverneur a tranquillisé les habitants en leur promettant que s'il advient que nos parcelles soient sollicitées pour cette cause, on nous délocaliser. Ce qui nous a effrayés, c'est que les militaires ont déjà commencé à mettre des bornes sans nous consulter et sans nous avertir. Lors de cette délimitation, certaines maisons de la population se sont retrouvées à l'intérieur du camp, comme l'expliquent ses habitants, d'où ils se demandent où ils vont aller si les travaux de construction débutaient sans qu'ils aient été indemnisés. Les militaires ont déjà mis des bornes, c'est-à-dire que plusieurs maisons se sont retrouvées à l'intérieur du camp. Les gens ne savaient pas quoi faire. Ils ne voient aucune sortie. Le chef de secteur ne dit rien, de même que l'administrateur. Le gouverneur fait aussi comme si cela ne le concernait pas. Les habitants de cette localité ne savent plus à quel sens se vouer. Les habitants qui vivent près du camp des militaires de Mudubugu demandent aux administratifs d'accomplir leurs promesses avant qu'ils ne soient mis à la rue. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Cléophas Nizigiyimana, gouverneur de la province Bubanza, mais sans succès. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA. Évariste Ndayishimiye évoque des ennemis internes au sein du parti CNDD-FDD. Certains Wagumyabanga souhaiteraient la mort du président de la République parce qu'il dénonce des magouilles du corps judiciaire et la corruption. Le président Évariste Ndayishimiye accuse encore une fois les juges de rendre les mauvais jugements. Les dirigeants du pays sont en train de travailler, mais quand nous sommes en train de lutter contre la corruption, certaines personnes commencent à pleurer. C'est vous qui me le rapportez chaque jour. Ils disent qu'il y a des gens qui ont des rancunes contre le président de la République et qui prient pour que le président meure. Ces gens-là existent, ils sont là. Et nous dites, si c'était aux époques antérieures, on allait dire que ce sont des opposants. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont des militants du CNDD-FDD. Ils souhaitent que je disparaisse pour leur laisser le champ libre. Les commerçants fraudeurs me qualifient de traître parce que je suis en train de lutter contre les fraudes.
Dernièrement, j'ai dénoncé la corruption en justice, mais aujourd'hui, ce sont les juges et ceux qui travaillent dans le domaine qui grincent les dents et qui ne veulent pas me voir. Mais j'ai dit la vérité, n'est-ce pas? Imaginez quelqu'un qui me qualifie de traître parce qu'on lui dit de suivre l'éthique de la justice. Plusieurs personnes viennent se lamenter chez moi suite à l'injustice. Ma voix est devenue rauque parce que je crie tous les jours en réglant certains cas d'injustice signalés au niveau des parquets. Certains donnent des pots de vin pour emprisonner leurs adversaires. Il y a un autre style fréquemment utilisé, faux et usage de faux, et on emprisonne injustement une personne. Je connais d'autres cas où l'on donne un pot de vin à un procureur pour emprisonner quelqu'un accusé d'utiliser de faux documents, et le procureur exécute sans même vérifier le dossier. J'ai vraiment un sentiment amer, mais je suis sûr et certain que ça ira bien grâce à l'amour. Évariste Ndayishimiye, c'est le président de la République du Burundi. Toujours en page gouvernance. Certains policiers burundais ne sont pas contents, ils indiquent qu'ils ne perçoivent pas la totalité de leurs primes. Ils seraient obligés à partager ces primes avec leurs supérieurs. Les détails avec Éloge Divin Remesh. Ces activités qui font objet de lamentation de ces policiers sont liées à une protection sécuritaire sollicitée volontairement auprès de la police nationale par des citoyens ordinaires. Certains des policiers révèlent qu'en principe, les primes relatives à ces activités sont données à leurs supérieurs, mais ils affirment qu'ils ne reçoivent que la moitié de ces primes. Là aussi, ils ne gardent pas la totalité de ce qu'on leur donne, comme l'indique ce policier. Ces primes sont évaluées soit à 100 ou 200 000 francs burundais. Elles sont versées au commissaire. Le policier n'est pas même au courant des procédures de paiement. Le commissaire te donne la moitié comme prime et garde l'autre pour lui. Si c'est une prime de 100 000, tu reçois 50 000. Et si c'est 200 000, le commissaire t'en donne 100 000. Sur cette moitié que tu touches, tu dois également donner une somme d'argent à ton chef direct. Car si tu ne le fais pas, il peut te retirer de ton poste. Tu lui donnes donc cette somme pour au moins garder le poste et ainsi subvenir à quelques besoins avec le peu d'argent qui te reste. Avec nos maigres salaires, nous acceptons de procéder ainsi car on n'a pas de choix. Alors que leur tâche est de sécuriser le domicile des citoyens qui l'ont sollicité, ces policiers s'indignent aussi que des fois on leur fait faire des tâches domestiques. Dans le ménage de ces citoyens ordinaires, nous sommes traités de façon irrespectueuse. Certains nous font travailler comme des esclaves. Des fois, on nous oblige à laver leur véhicule ou à ouvrir la porte comme sentinelle. Si tu oses refuser d'obtempérer, ils appellent directement le commissaire pour lui demander de vous remplacer, ce qui est vite fait par un appel téléphonique du commissaire qui t'ordonne de ranger tes affaires et de rejoindre ta position. Ces policiers demandent à leur ministère de tutelle, qui est celle de la sécurité, de prendre en considération ces lamentations. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le ministre de la Sécurité, Gervin Dirakobucha, pour de plus amples éclaircissements. Dans nos éditions de demain, nous vous parlerons de la corruption qui gangrène cette institution, surtout dans l'octroi des crédits. Pour clore cette page gouvernance, parlons de Covid-19. Les mesures barrières de lutte contre ce coronavirus prises par l'administration communale de Rumongue il y a une semaine sont peu respectées. Les habitants de Rumongue indiquent que ces mesures semblent être appliquées seulement sur le marché du chef-lieu de cette commune, Eric Nyonzima. Une semaine après la décision de l'administrateur de Rumongue visant à renforcer les mesures barrières de lutte contre la Covid-19, dans le port du masque et le lavage des mains surtout dans les églises, les mosquées et les marchés de la commune de Rumongue, rien n'a jusqu'à présent pas changé comme en témoigne notre source. À part le marché de Rumongue où personne ne peut y pénétrer sans masque, les autres marchés de toutes les zones et dont les églises, ces mesures ne sont pas respectées. Il y a de l'eau devant les portes, mais cela, celui qui veut, le port de masque n'est pas obligatoire. Quant à la distanciation dans l'église, l'est à désirer. Plus grave encore, certains pasteurs pentecôtistes vont jusqu'à se rebeller contre cette mesure administrative et empêcher leurs adeptes de porter le masque lors des cultes.
Un jour, je me suis présentée à l'église avec un masque, je me suis ridiculisée. Tout le monde me regardait comme un étranger avant de m'informer que le pasteur leur avait interdit de porter le masque dans les enceintes de son église. Les habitants de la commune Rumongue demandent à l'administrateur de cette commune de veiller au respect de ces mesures et de punir les récalcitrants. Dans quelques instants, nous parlons éducation. La problématique de carence de bancs pupitres sur les établissements scolaires est en grande partie consécutive au manque d'importance que le gouvernement accorde à l'éducation. Réaction du professeur Libera Ntibashira-Kandi, chercheur dans le domaine de la pédagogie. Il explique que le développement du pays est chimérique. Suivez professeur Libera Ntibashira-Kandi, expert et conseiller pédagogique. L'éducation est le moteur du développement. Sans éducation, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de sécurité. C'est à l'école que les écoliers, les élèves apprennent l'amour de la patrie. On ne peut pas parler de développement sans éducation. On ne peut pas parler de démocratie sans éducation. L'éducation, c'est la base de l'avenir d'une nation. C'est un secteur primordial pour l'avenir d'un pays. Aucun responsable politique, aucun leader ne peut être fier quand on voit les images de ces enfants qui sont soit assis sur des briques ou alors couchés sur le ventre et en train de prendre note. Ce sont des images honteuses qui font pitié, qui donnent une très mauvaise image du Burundi. C'est la honte, c'est le mot qui convient. La question fondamentale, c'est comment on est arrivé là. C'est comment choisir les priorités. Est-ce que construire des stades était une priorité pour le Burundi ou alors acheter des bancs et des pupitres? Je pense que quand on voit de telles images, cela hypothèque l'avenir de ces jeunes, l'avenir des familles, mais aussi l'avenir du Burundi. Je rappellerai que le Premier ministre lui-même, il y a une année, avait proclamé publiquement que les fonds pour acheter des bancs et pupitres ont été débloqués. Malheureusement, rien n'a été fait. C'est probablement un problème de planification, un problème organisationnel. C'est aussi un problème de pouvoir cerner les priorités et les non-priorités. Professeur Libera Ntibashira-Kandi exhorte le numéro 1 burundais à prendre la journée de l'enseignant comme une opportunité de trouver une solution immédiate à cette situation devenue un casse-tête. Encore une fois, professeur Libera Ntibashira-Kandi. Le chef de l'État lui-même devrait prendre en main cette question qui est une question nationale, qui n'est même pas politique, c'est une question sociale et qui va de l'avenir de ces milliers d'élèves et d'écoliers, qui va de l'avenir du Burundi. Ce problème ne date pas d'aujourd'hui, c'est une honte nationale. C'est la raison pour laquelle je voudrais lancer un appel au chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, au nom de tous les parents, de tous les enseignants qui travaillent dans des conditions difficiles, au nom de tous ces enfants qui souffrent suite à la légèreté de la gestion de cette question, pour qu'ils prennent lui personnellement en main cette question pour que le 5 février, lors de la célébration de la journée internationale de l'enseignant, le président de la République lui-même puisse annoncer le déblocage des fonds nécessaires pour l'achat des bancs et des pupitres pour toutes les écoles du pays. Je crois qu'il est urgent pour que la question de l'éducation soit prise très très au sérieux et une priorité nationale. Professeur Libera Ntibashira-Kandi intervient en réaction à la carence de bancs pupitres qui s'observe à l'école fondamentale de Higiro dans la commune Kiwago. Nous sommes dans la province Makamba, une carence qui se manifeste également sur beaucoup d'autres établissements du pays. Clôturons cette édition en parlant de ces décisions du gouverneur de la province Makamba visant à réduire les grossesses non désirées en milieu scolaire, de même que les abandons qui sont jugées salutaires mais difficilement applicables parce qu'elles ne sont accompagnées d'aucune loi ou disposition quelconque. Réaction de l'un des défenseurs des droits humains qui suit d'auprès le secteur de l'éducation. Eulalie Nivizi conseille plutôt au gouverneur de la province Makamba de chercher ces dispositions qui lui permettront de mettre en application ces mesures. Suivez Eulalie Nivizi.
Nous savons bien qu'en province de Makamba, c'est parmi les provinces qui sont ravagées par l'abandon scolaire et les raisons sont multiples. Et c'est pourquoi la gouverneure devrait consulter les parents, consulter les élèves, consulter les éducateurs et collaborer avec les forces de l'ordre ainsi que le système judiciaire pour évaluer ensemble et voir les causes profondes de ces problèmes et trouver des solutions consensuelles. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir étudier ou vouloir envoyer son enfant à l'école parce que les facteurs de l'éducation sont multiples. Il y a d'abord la volonté, il y a aussi le pouvoir, les moyens pour éduquer l'enfant, les moyens pour étudier, mais aussi la prise de conscience qui provient de la sensibilisation, mais aussi des modèles qui se mettent en évidence pour encourager les enfants et les parents à parachever les études jusqu'à maturité. Alors la gouverneure, il n'ignore pas qu'en province de Makamba, il y a beaucoup d'autorités, des adultes qui sont à l'origine du harcèlement sexuel des enfants et même des relations intimes qui conduisent à des grossesses non désirées et qui ne sont pas punis. Et finalement, ceux qui dénoncent les situations pareilles deviennent victimes plutôt du harcèlement administratif et judiciaire. Alors, ce que je conseillerais à la gouverneure, c'est d'évaluer, c'est de prendre des mesures qui se fondent sur des textes, soit une référence à la Constitution, au Code pénal, au règlement scolaire, mais aussi de prendre des mesures concertées avec les responsables du domaine de l'éducation. Et oui, il est gouverneur, mais il y a des questions qu'elle ne maîtrise pas dans le domaine de l'éducation. La concertation ainsi que la référence à la loi renforcerait cette décision qui ne serait pas seulement des expressions de bonne volonté, mais ça permettrait que ces mesures soient applicables et soient appréciées par les collaborateurs, spécialement les parents, les élèves et les éducateurs. Sinon, ce serait une source de harcèlement administratif et d'injustice parce que, comme on le sait, les responsables des grossesses non désirées ne sont pas punis de la même manière. Les responsables de l'abandon scolaire ne sont pas punis de la même manière si vous analysez au sein de la province et même entre les provinces et les communes du pays. Et je l'encourage qu'il continue, mais aussi qu'il rende durable cette mesure. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 3 octobre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.